Clara, s'il te plaît. Les filles sont encore malades. Je ne peux pas manquer un autre jour de travail. Peux-tu me remplacer? Manon Dubois appuya sur envoyer avant que le doute ne puisse la paralyser. Son pouce flotta au-dessus de l'écran, suspendu dans l'attente angoissée de la réponse. Rien. Pas de petit point indiquant une frappe en cours, pas la moindre notification. Elle expira, un souffle tremblant qui semblait emporter avec lui ses derniers grammes d'espoir, et posa le téléphone sur le comptoir usé de la cuisine. La pierre froide du plan de travail contrastait avec la chaleur fébrile de sa main. Dans le salon attenant, un gémissement étouffé s'éleva de sous une vieille couverture en polaire élimée. C'était Chloé. Sa sœur jumelle, Léa, reposait à ses côtés, silencieuse, les joues rouges, serrant contre elle son lapin en peluche élimé, un compagnon de misère au tissu rapiécé. Manon se déplaça sans un bruit, ses gestes empreints d'une fatigue infinie. Elle humecta un gant de toilette sous le filet d'eau froide du robinet et le pressa doucement sur le front brûlant de Chloé. « Ça va aller, mon bébé. Maman est là. » Le téléphone vibra sur le comptoir, un son strident qui déchira le silence pesant de la petite maison de campagne en Provence. Elle le saisit instantanément, le cœur battant à la perspective d'un message de Clara. Mais les mots qui s'affichaient à l'écran n'étaient pas ceux qu'elle attendait. Ce n'est pas Clara. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Puis un second message apparut, encore plus déconcertant. « Mais je pense que nous devons parler des enfants. » Manon se figea, les yeux rivés sur l'écran. Le numéro était inconnu. L'indicatif, celui de la Drôme provençale, sa propre région, ne la rassura en rien. Une boule de plomb se forma dans son estomac. Ses doigts, soudain mal assurés, tapèrent une réponse rapide, presque un réflexe de défense. « Je suis désolé, erreur de numéro. » Aucune réponse ne vint. Essayant de repousser le malaise grandissant qui l'envahissait comme une marée noire, elle verrouilla son téléphone et reporta son attention sur ses filles. Mais la tension persistait, insidieuse. Quelque chose dans ce message, une menace voilée ou une familiarité dérangeante, refusait de la laisser en paix. À une vingtaine de kilomètres de là, Léo Martin se tenait près de la baie vitrée de son salon, contemplant le même message. Les filles sont encore malades. Chloé et Léa. Il connaissait ces prénoms. Une résonance profonde et étrange s'éveilla en lui. 2 ans plus tôt, mu par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas tout à fait et une sorte d'attraction persistante, il avait discrètement fait des recherches sur un don de sperme anonyme qu'il avait effectué. Il y avait eu un succès confirmé, une mère célibataire nommée Manon Dubois. Des jumelles. Il avait toujours respecté les frontières légales et émotionnelles, se contentant de cette information factuelle, un écho lointain de sa contribution. Jusqu'à maintenant. Le message était clairement une erreur, un hasard improbable. Mais il avait été envoyé sur son numéro privé, un numéro que seules 4 personnes au monde possédaient. Une coïncidence? Peut-être. Mais cela ressemblait à quelque chose de plus, à un fil que le destin venait de tendre. Il n'avait jamais eu l'intention d'intervenir, de franchir la ligne invisible qui le séparait de cette famille. Mais à présent, il ne pouvait se défaire du sentiment que le sort venait de lui ouvrir une porte qu'il n'avait jamais osé chercher. Il prit son téléphone et passa un appel. Le lendemain matin, on frappa à la porte juste au moment où Manon finissait de rincer un biberon dans l'évier. Elle jeta un œil à l'horloge, 8h07. Personne n'était censé venir à cette heure. Léa s'agita dans son sommeil. Chloé toussa, une toux sèche et rauque qui serra le cœur de sa mère. Manon se dirigea vers la porte et regarda à travers le judas. Un homme se tenait dehors, vêtu d'un long manteau de laine sombre, grand, immobile, ne tenant qu'un téléphone et un morceau de papier plié. Elle n'entrouvrit la porte que de quelques centimètres. Oui. Il leva les yeux. Des yeux calmes, profonds. « Je suis désolé de me présenter sans prévenir, dit-il doucement. Mais nous devons parler des filles. » Sa poitrine se serra. Son premier réflexe fut de claquer la porte, mais sa main arrêta le mouvement, la paume posée à plat contre le bois. Un geste ferme, mais pas menaçant. « Je m'appelle Léo Martin. Je crois avoir reçu votre message hier par erreur. » Manon le dévisagea, la gorge sèche. « C'est vous. Le numéro. » Il hocha la tête. « C'est moi. Et je crois que Chloé et Léa sont peut-être mes filles biologiques. »
Un silence de plomb s'abattit sur le seuil. « Qu'est-ce que vous venez de dire » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. « J'ai fait un don à une clinique de fertilité il y a 3 ans, expliqua-t-il, son ton toujours aussi posé. Je n'ai jamais eu l'intention de rencontrer les enfants, mais quand votre message m'est parvenu, je ne pouvais pas l'ignorer. Je savais pour vous, pour les jumelles. J'ai gardé mes distances. » Ses yeux se plissèrent. « Comment connaissez-vous leurs prénoms » J'ai engagé quelqu'un, légalement, pour confirmer l'issue de mon don. Les prénoms ont été mentionnés, c'est tout. Je vous jure que je ne me suis jamais immiscé. De l'intérieur, une des filles toussa de nouveau. Léo tressaillit légèrement, non par surprise, mais par une inquiétude visible. Manon se tourna vers le bruit, puis le regarda à nouveau. « Vous devez partir. »« Je partirai, » dit-il doucement, plongeant la main dans son manteau. « Mais s'il vous plaît, prenez ceci. » Il lui tendit une enveloppe scellée. « Je l'ai écrite hier soir. Tout ce que je veux dire est à l'intérieur. Si vous ne voulez plus jamais me revoir après l'avoir lu, je disparaîtrai. Sans poser de questions. Mais s'il vous plaît, lisez-la. » Elle hésita, son regard allant de l'enveloppe à son visage impassible. Finalement, elle prit l'enveloppe et referma lentement la porte. Dehors, Léo resta un long moment, fixant les veines du bois comme s'il écoutait quelque chose au-delà. À l'intérieur, Manon s'adossa à la porte, l'enveloppe serrée dans ses mains, son cœur battant à tout rompre. Le monde venait de basculer, et rien ne serait plus jamais pareil. Manon resta debout près du comptoir de la cuisine, agrippant l'enveloppe scellée comme si elle pouvait la brûler. Léo Martin était parti, mais sa présence flottait encore dans l'air, dense et palpable. Elle déchira l'enveloppe lentement, avec une appréhension presque religieuse. À l'intérieur se trouvait une unique page manuscrite. L'écriture était nette, assurée. « Si je me trompe, je m'en irai. Mais si j'ai raison, si Chloé et Léa sont issus du don que j'ai fait il y a 3 ans. Je ne m'attendais jamais à cela. Je n'avais jamais prévu d'être impliqué. Mais je ne peux plus ignorer cette situation maintenant. Je ne veux que ce qui est le mieux pour elle, et pour vous. Si vous acceptez de parler, j'écouterai. Je ne suis pas ici pour revendiquer quoi que ce soit, juste pour comprendre. Léo. » Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. Elle laissa tomber la lettre sur la table et se précipita vers ses filles. Léa dormait, son lapin toujours en main. Chloé fredonnait doucement, ses joues encore roses, mais sa respiration semblait plus facile. Manon déposa un baiser sur chacun de leurs fronts et s'effondra sur une chaise, le cœur battant à se rompre. Que arrivait-il à sa vie? 2 heures plus tard, elle ouvrit la porte d'entrée. Léo était toujours là, garé le long du trottoir, assis dans une berline haut de gamme noire. Dès qu'elle sortit, il leva les yeux. « Vous connaissez leurs prénoms, dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne s'y attendait. Vous en savez trop. » Il sortit de la voiture. « Puis-je entrer ?» Elle hésita, puis hocha la tête. À l'intérieur, elle versa 2 verres d'eau, ses mains tremblant si fort qu'elle en renversa un peu. « Je pensais que vous étiez un escroc, » dit-elle en lui tendant un verre. « Quelqu'un qui aurait découvert que j'ai eu recours à un donneur et qui se serait dit, une cible facile. » J'aurais pensé la même chose, admit-il. Mais j'ai entendu leurs prénoms et ils correspondaient aux informations que j'avais consultées il y a 2 ans. Je n'avais jamais eu l'intention de faire un suivi, mais quelque chose me disait que je devais au moins savoir. Elle le dévisagea attentivement. Quelles informations? J'ai légalement demandé des mises à jour à la clinique. Juste des statistiques de base, sans nom ni coordonnées. Je savais qu'il y avait eu une naissance, des jumelles, pas de partenaire déclaré. Puis vous m'avez envoyé ce texto, et je n'ai pas pu l'ignorer. Il sortit un dossier de son manteau et le lui tendit. Ceci confirme que mon don a été utilisé pour une FIV réussie en décembre, il y a 2 ans. Même clinique, même période. Elle l'ouvrit. Les dates, le numéro de donneur, le cachet de la clinique, tout correspondait. J'étais le 1175B, dit-il doucement. Je ne m'attendais à rien de plus. Mais quand j'ai reçu une demande de mise à jour médicale l'année dernière, j'ai demandé si une naissance avait eu lieu. Des larmes piquèrent les yeux de Manon. J'ai choisi ce profil parce qu'il disait que le donneur aimait la musique classique.
qu'il faisait du bénévolat avec les enfants, murmura-t-elle. Je voulais de la gentillesse dans leur sang. Un silence s'installa. Puis elle craqua. Je n'avais pas prévu d'être seule. Je n'avais pas prévu d'être sans le sou. Léo ne dit rien, la laissant parler, libérer le flot de douleur trop longtemps contenu. J'étais avec quelqu'un pendant 6 ans. Nous allions nous marier. Et puis il est parti. Il a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Un mois plus tard, on m'a annoncé que j'avais une faible réserve ovarienne. 1 an, peut-être moins, si je voulais un jour avoir des enfants. Elle détourna le regard, fixant un point invisible par la fenêtre. Je pensais que je rencontrerais quelqu'un d'autre. Mais le temps passait. Je ne pouvais tout simplement plus attendre. Je voulais être une mère. La voix de Léo était basse. Ce n'est pas à vous de vous excuser pour ça. Je n'abandonnais pas l'amour. Je choisissais simplement le genre d'amour qui ne pouvait pas partir, déglutit-elle. Puis l'entreprise de mon père s'est effondrée. Un scandale de fraude. Tout a disparu. L'argent, la réputation. J'ai perdu mon emploi. Les gros titres partout, la fille du bois, enceinte et seule. Personne ne voulait m'embaucher. J'ai quitté la ville. Je les élève seul depuis, avec des petits boulots, des missions d'intérim, juste pour survivre. Léo serra plus fort son verre. Je ne savais rien de tout ça. Pourquoi l'auriez-vous su? Dit-elle, l'amertume colorant sa voix. Vous n'étiez que l'ADN. Il croisa son regard. Vous et moi savons que c'est plus que ça maintenant. Le souffle de Manon se coupa. Elle détestait à quel point elle voulait le croire, mais la confiance lui semblait dangereuse, un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Ce n'est pas moi qui vous ai fait entrer là-dedans, murmura-t-elle. Ne prétendez pas que vous en faites partie maintenant. Léo resta calme et stable. Non, dit-il. Ce n'est pas vous. Il jeta un coup d'œil vers le couloir d'où provenaient de faibles rires du salon. Ce sont elles. Le lendemain matin, Manon ouvrit la porte et trouva Léo qui l'attendait déjà, garé sur le bas-côté dans un grand SUV de luxe noir. Il sortit dès qu'il la vit, non pas avec l'assurance d'un homme qui s'attend à être invité à entrer, mais avec la patience calme et respectueuse de quelqu'un qui sait qu'il marche sur une corde raide. J'ai trouvé un cabinet médical de village, dit-il. Privé, sans presse, sans question. Juste un bilan de santé, sans frais. Manon croisa les bras. Je vous ai dit que je n'ai pas besoin d'aide. Je sais, dit Léo. Ce n'est pas de l'aide. C'est de l'information. Elle fronça les sourcils. Vous avez dit que les filles ont été souvent malades dernièrement. S'il se passe quelque chose, ne voulez-vous pas savoir pourquoi? La formulation l'a pris au dépourvu. Pas, laissez-moi vous aider, mais, ne voulez-vous pas savoir? C'était subtil, mais elle le remarqua. Le cabinet médical était niché entre de grands platanes dans la partie la plus calme du village, loin des hôpitaux et des gros titres. À l'intérieur, la salle d'attente était doucement éclairée, peinte dans des tons de bleu aquarelle et de vert tendre. Il n'y avait pas de chaises en métal froid, juste des poufs, des animaux en peluche et un mur de livres pour enfants. Manon s'assit avec une fille sur chaque genou. Chloé en leggings roses, Léa dans un sweat à capuche dinosaure qui se fermait à peine sur son petit corps. Léo s'assit en face d'eux, silencieux, les mains jointes sur ses genoux. Quand l'infirmière entra, elle sourit chaleureusement. Chloé et Léa. Les deux filles levèrent les yeux, surprises. Manon cligna des yeux. Vous connaissiez leur prénom. L'infirmière sourit à nouveau. Bien sûr, Monsieur Martin a fourni leur dossier à l'avance. Rien d'intrusif, juste l'historique des vaccinations, les maladies récentes. Il a dit qu'il était important que nous les traitions comme des individus, pas seulement comme des patientes. Manon ne dit rien. Elle regarda Léo. Il ne prononça pas un mot, se contenta de croiser son regard. Elle sentit le sol se dérober à nouveau sous ses pieds. Pas parce qu'il avait organisé le rendez-vous, ni parce qu'il l'avait payé, mais parce qu'il avait dit à une étrangère, traitez-les comme des personnes, comme ces personnes à elle. L'examen fut doux et approfondi. Chloé chanta doucement pendant que le médecin examinait sa gorge. Léa montra une photo encadrée d'un lapin sur le mur et dit à l'infirmière que son propre lapin avait parfois mal au ventre aussi. À la fin,
le médecin se tourna vers Manon et dit « Elles vont bien. Peut-être un peu fatiguées, mais ce sont des filles solides, très liées. Avez-vous du soutien à la maison ?» Manon marqua une pause, puis hocha la tête. « Je suis en train de trouver des solutions. » Léo ne dit rien. Il se tenait juste près de la porte, silencieux comme une sentinelle. Sur le chemin du retour, Manon s'assit à l'arrière avec les filles. Elles s'étaient toutes les deux endormies contre ses épaules, le doux rythme de la voiture les berçant. Elle jeta un coup d'œil au reflet de Léo dans le rétroviseur. Il ne la regardait pas. Il n'attendait pas de remerciements. Il conduisait, simplement. Elle ne dit rien, mais quelque chose dans sa poitrine se desserra. Ce soir-là, alors qu'elle fermait la porte à clé, Manon remarqua quelque chose sur son seuil. Un sac en papier craft. Pas de mots, pas de nom, juste un paquet bien rangé à côté du paillasson. À l'intérieur, il y avait quelques objets. Une petite pile de jouets éducatifs, des cubes souples, un jeu de mémoire, un livre animé sur les animaux, une boîte de lait en poudre d'une marque qu'elle ne pourrait jamais se permettre, et une minuscule paire de chaussons tout doux, encore étiquetés, l'un rose, l'autre bleu. Elle resta longtemps dans l'embrasure de la porte. Puis elle s'assit par terre à côté du sac et pleura. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était même pas les jouets. C'était la façon dont les chaussons étaient de couleurs différentes. La façon dont quelqu'un avait pensé à elles deux, distinctement. Le fait que le sac n'avait pas de nom, n'exigeait rien. Il ne revendiquait aucun espace. Il ne demandait pas à entrer. Il offrait simplement. Sans condition, sans pression, juste des présents. Manon rentra le sac et le plaça silencieusement près du berceau. Chloé s'agita. Léa se retourna dans son sommeil. Elle resta là à les regarder, deux petites personnes qu'elle avait juré de protéger avec tout ce qu'elle avait. Et pour la première fois en 2 ans, elle ne se sentait pas entièrement seule. Cet homme était encore un étranger. Mais ce qu'il avait fait, ce n'était pas grandiose, ce n'était pas tape à accent grave-l'œil. C'était juste. Gentil. Et dans son monde de genoux écorchés, de factures impayées et de fins de mois difficiles, la gentillesse ressemblait à un miracle. La pluie tombait doucement derrière la fenêtre tandis que Manon séchait les boucles de Chloé avec une serviette, fredonnant la même berceuse qu'elle chantait chaque soir depuis la naissance des filles. De l'autre côté du petit salon, Léa gloussait sur le canapé alors que Léo tenait un livre d'images à l'envers et lisait chaque mot de travers d'un air dramatique. « Mais non, ce n'est pas une vache !» cria-t-elle en pointant la page du doigt, les yeux écarquillés. « Ah non !» feignit de s'étonner Léo. « Mais c'est blanc et ça a des taches. »« C'est un dalmatien. » Léa rit si fort qu'elle tomba en arrière dans les coussins. Manon les observait en silence, ses bras enroulés autour de Chloé. Cela faisait 2 semaines depuis ce premier message inattendu. 2 semaines de pas prudents et de gestes attentionnés. Léo était venu, pas tous les jours, mais souvent, toujours avec une raison. Un livre qu'il pensait que Chloé pourrait adorer, un goûter que Léa avait mentionné une fois, une présence calme et rassurante qui ne demandait rien en retour. Il ne restait jamais longtemps, juste assez pour construire la confiance, surtout avec les filles, et peut-être, lentement, avec elles. Un matin, Manon le trouva assis en tailleur sur le sol avec les jumelles, essayant d'apprendre à plier des grues en origami à partir d'une vidéo que Léa avait demandée. Ses grandes mains s'en mêlaient avec le papier délicat, mais il n'abandonnait pas. Chloé lui tapota l'épaule et dit « Tu vas y arriver, monsieur Léo. » Et il sourit comme si cela signifiait tout pour lui. Un autre après-midi, il demanda s'il pouvait les emmener tous au parc municipal, juste pour 1 heure. Manon faillit dire non, mais quelque chose en elle s'adoucit. Il n'avait jamais dépassé les bornes, jamais insisté. Cette heure se transforma en un après-midi. Ils regardèrent les canards ensemble. Manon assise sur la couverture à côté de lui, les filles jetant du pain dans l'étang. Léa glissa et atterrit dans la boue, et Léo n'hésita pas. Il la ramassa, boueuse et tout, et prit une voix idiote en la proclamant « reine de la boue de la Drôme provençale ». Manon rit, surprise par le son de son propre rire. Les filles étaient en sécurité, heureuses, et pour la première fois depuis longtemps, elles aussi. Les visites continuèrent. Les courses à la supérette du village devinrent moins une corvée quand il était là pour aider à porter les sacs ou distraire les filles avec un jeu de « qui peut repérer le plus de boîtes de céréales ». Parfois, il restait pour le dîner,
pas toujours, mais assez souvent pour que les filles commencent à demander si Monsieur Léo se joindrait à elles. Puis vint l'invitation. « J'aimerais cuisiner pour vous », dit-il un soir après les avoir aidés à nettoyer du jus de pomme renversé pour la 3e fois cette semaine. « Juste vous et les filles. Rien de formel, juste un dîner. » Manon hésita. Elle le regarda attentivement, cherchant le moindre signe d'attente, mais tout ce qu'elle trouva fut de la sincérité. « D'accord, dit-elle. Un dîner. » Sa belle maison de campagne n'était pas aussi grandiose qu'elle l'avait imaginé pour un millionnaire de la tech. Elle était de bon goût, épurée, remplie de livres et de lumière douce. Il y avait un piano dans un coin, et les filles furent instantanément attirées par lui. Il prépara des pâtes fraîches maison avec une sauce tomate basilic, avec des tomates et du basilic cueillis dans une jardinière sur son balcon. Il laissa les filles l'aider à remuer la sauce pendant qu'il portait un tablier sur lequel était écrit « Oui, chef ». Après le dîner, Chloé demanda s'il pouvait jouer quelque chose au piano. Il hésita, puis s'assit et joua un air doux, quelque chose de jazzy et plein de chaleur. Manon se tenait dans la cuisine, chargeant la vaisselle dans le lave-vaisselle pendant que les filles dansaient. Elle ne réalisa même pas qu'il l'avait rejointe jusqu'à ce qu'il attrape l'éponge à côté de sa main. Leurs doigts se frôlèrent. Elle se figea. C'était une petite chose, à peine une seconde, mais sa main ne se retira pas brusquement. Elle resta simplement là, solide et chaude, douce. Son souffle se coupa. Elle se tourna légèrement et leurs regards se croisèrent. La musique continuait en arrière-plan et, à cet instant, tout le reste disparut. « Je ne voulais pas. » Commença-t-il. « Ce n'est rien, dit-elle rapidement. Trop rapidement. » Elle retira sa main et se concentra sur la vaisselle, frottant plus fort que nécessaire. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, fort et indéniable. Pendant des mois, non, des années, elle s'était entraînée à ne pas ressentir, à ne pas avoir besoin, à ne pas faire confiance. Mais maintenant, quelque chose était en train de changer. Il essuya les assiettes à côté d'elle en silence, lui donnant de l'espace. Plus tard, lorsque les filles furent bouclées dans leur siège auto, leurs peluches serrées contre elles, endormies, Manon se tourna vers lui sur le porche. « Elles se sont bien amusées, dit-elle. »« J'en suis heureux, » répondit Léo. Sa voix était basse, n'essayant pas de combler le silence, simplement existant en lui. Manon le regarda alors, pas le millionnaire, pas l'homme qui avait offert une aide discrète, mais celui qui savait maintenant comment Léa aimait ses toasts coupés en diagonale, et comment Chloé avait besoin de 2 berceuses avant de dormir. « Merci, dit-elle. » Il ne dit pas, de rien. Il hocha simplement la tête et la regarda porter les filles à l'intérieur. Mais cette nuit-là, quand elle se glissa enfin dans son lit, sa main picotait encore là où il l'avait touchée. Et pour la première fois depuis une éternité, Manon n'eut pas l'impression d'être seule. Manon était assise en tailleur sur le sol du salon, bien après que les filles se soient endormies. Le doux bourdonnement du babyphone emplissait le silence. Son corps était endolori, mais son esprit était éveillé, vibrant de moments qu'elle ne voulait pas oublier. Elle attrapa son carnet de croquis, celui qu'elle n'avait pas touché depuis des mois. Il sentait encore faiblement le fusain. Faisant défiler des esquisses inachevées, elle s'arrêta sur une page blanche et commença à dessiner. De mémoire, Léo accroupi dans le parc, écoutant Léa lui expliquer pourquoi les canards étaient en fait des dinosaures. La façon dont son visage s'adoucissait lorsque Chloé chantait son alphabet faux. La chaleur dans ses yeux, authentique, constante, présente. Elle dessina avec soin. Sans idéaliser, juste la vérité. Un homme qui ne regardait jamais son téléphone, qui ne demandait jamais de remerciements, qui se montrait simplement. Quand elle eut fini, ses doigts étaient douloureux, mais l'image était claire. Léo en tailleur sur l'herbe. Léa appuyée contre lui. Chloé, au milieu, une fleur sauvage à la main. Ses mains reposaient calmement sur ses genoux, les yeux plissés de rire. Elle fixa le dessin avant de refermer le carnet. Les jours passèrent tranquillement. Léo ne vint pas, mais envoyait un texto chaque matin. Des petits riens. Bien dormi, ne serait-ce qu'un peu. Léa dit que le canard est son nouveau meilleur ami. N'oublie pas que tu t'en sors mieux que tu ne le penses. Elle ne répondait que par de simples « merci », mais chaque message recousait quelque chose de brisé en elle. Elle n'avait pas réalisé à quel point ces matins avaient été solitaires jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne de lui demander.
Ce vendredi-là, il passa. J'étais près du marché, dit-il en lui tendant un petit sac. Léa a dit que ce jus de légumes bio pas terrible lui manquait. Manon gloussa. Ça a le goût de l'herbe coupée. Mais elle adore ça quand même. Il ne resta qu'un instant, le temps d'un high-five de Chloé et que Léa couvre son bras d'autocollant papillon. Puis il remarqua quelque chose sous le canapé. « C'est à toi ?» demanda-t-il en sortant un carnet de croquis. Elle se figea. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'ouvrit par inadvertance. À cette page, celle qu'elle avait dessinée de lui. Pendant un long moment, il ne dit rien. Manon se prépara au malaise, au genre de tension qui accompagne généralement la vulnérabilité. Mais quand il leva les yeux, sa voix était douce. « Personne ne m'a jamais vu comme ça. » Elle s'éclaircit la gorge. « Il n'est pas fini. »« Il est vrai, » dit-il, les yeux sur la page. « C'est ça, la différence. » Il toucha doucement le bord du dessin, faisant attention à ne pas le tacher. « J'ai été dans des magazines, sur des scènes, en costume et en discours, mais personne n'a jamais capturé. Moi. Juste en train d'écouter. »« Vous étiez facile à dessiner, » dit Manon doucement. « Vous étiez immobile. » Il la regarda. La regarda vraiment. « Savez-vous à quel point c'est rare, d'être vue de cette façon ?» La chaleur monta à ses joues, mais elle ne détourna pas le regard. Léo referma doucement le carnet et le lui rendit. « Merci. »« Ce n'était pas un cadeau, » dit-elle. « Ça l'est maintenant. » Elle n'avait pas de mots, alors elle ne dit rien. Le moment flotta entre eux, pas gênant, mais délicat, comme quelque chose de précieux et de nouveau. Cette nuit-là, après que les filles furent couchées et la vaisselle faite, Manon rouvrit son carnet de croquis. Elle passa son pouce sur les lignes, sa mâchoire, la main de Chloé agrippée à sa manche, la fleur dans les doigts de Léa. Elle pensa à ce qu'il avait dit. Personne ne m'a jamais vu comme ça. Et c'est ce qui lui faisait peur. Parce que peut-être qu'elle commençait à le voir. Pas comme l'étranger de son erreur de numéro. Pas le donneur. Pas l'homme avec de l'argent ou un timing parfait. Mais comme quelqu'un qui pouvait exister au sein de son chaos sans sourciller. Quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être sauvé et qui ne s'attendait pas à la sauver non plus. Quelqu'un qui se présentait et faisait que l'espace à côté d'elle ressemblait moins à un précipice et plus à une terre ferme. Le commentaire n'était pas destiné à ses oreilles, mais Manon l'entendit. Elle était à la supérette du village, poussant la poussette double pendant que Chloé fredonnait une mélodie inventée et que Léa serrait un renard en peluche. Ça avait été une bonne journée, une journée simple. Les filles souriaient, le temps était vif mais pas cruel. Un instant, les choses semblaient normales. Et puis les mots tranchèrent l'air comme un vent glacial. Franchement, tu crois que c'est une coïncidence ? Elle envoie un texto à un millionnaire et maintenant il est chez elle toutes les semaines. Deux femmes se tenaient près des pommes bio. L'une d'elles, Sophie, était quelqu'un avec qui Manon avait autrefois partagé des verres et des ragots de start-up, dans une autre vie, avant que tout ne s'effondre. J'ai entendu dire qu'elle a utilisé un donneur, ajouta la seconde femme. Maintenant, elle essaie de le coincer en faisant croire que c'est le destin. L'arnaque à la Cendrillon, classique. 2 enfants et une histoire triste. Il ne saura pas ce qui lui arrive. Les mains de Manon se crispèrent sur la poignée de la poussette. Elle aurait pu partir. Elle faillit le faire. Mais Chloé se tourna vers elle et murmura, « Maman, tes yeux ont l'air fâchés. » Et cela la stoppa net. Parce que la dernière chose qu'elle voulait que ses filles voient, c'était sa mère laisser la cruauté des autres définir sa posture dans le monde. Elle ne dit pas un mot aux femmes, leur lança juste un regard, calme, stable, délibéré, et tourna la poussette vers la caisse. Mais à l'intérieur, les mots s'enfonçaient profondément. Cette nuit-là, alors que les filles faisaient la sieste après le déjeuner, Manon s'assit sur le canapé, son téléphone à la main, fixant le dernier message de Léo. « D'autres amis dinosaures aujourd'hui ?» Elle tapa une réponse, puis l'effaça. Elle recommença, et effaça de nouveau. Elle ne voulait pas avoir l'air de chercher à être rassurée, mais elle avait mal. Et Léo le remarqua quand il passa ce soir-là avec de la soupe et un nouveau livre d'histoire sur les pingouins. Il comprit vite. Que s'est-il passé ? Demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis finit par lui raconter. Les mots étaient laids,
mais elle les répéta quand même. Je sais que je ne devrais pas m'en soucier, dit-elle, la voix tendue. Mais une partie de moi s'en soucie. J'ai travaillé si dur pour survivre, et maintenant c'est comme si je devais justifier chaque once de gentillesse que tu me donnes. Comme si je complotais. Léo ne réagit pas tout de suite. Il ne se précipita pas dans la colère ni n'essaya d'offrir un réconfort creux. Au lieu de cela, il sortit une carte de la poche de son manteau et la lui tendit. C'était une invitation. Célébrons les mères célibataires, une soirée de résilience, de réflexion et de communauté, sponsorisée par la Fondation Martin. Je voulais te demander de venir, dit-il. Tu n'as rien à dire. Juste à être là. Manon la regarda, abasourdie. Vous sponsorisez ça? Je l'ai lancé l'année dernière, dit-il simplement. C'est important pour moi. Et je pense que si tu le voulais bien, ton histoire pourrait signifier quelque chose pour beaucoup de gens. Elle fixa la carte. Son instinct était de dire non. Elle détestait parler en public. Elle détestait être vue comme un cas social. Mais ensuite, elle pensa à ce que ces femmes avaient dit, et à combien d'autres femmes pouvaient se sentir comme elle ce matin-là. Humiliées, invisibles, jugées. Elle leva les yeux. D'accord, dit-elle tranquillement. Je le ferai. La salle des fêtes du village était comble. Des rangées de chaises, des guirlandes lumineuses suspendues au plafond et une musique douce. Il y avait des femmes avec des bébés en écharpe, des tout-petits en chaussettes dépareillées, des adolescents debout à côté de mères qui semblaient trop jeunes pour les avoir élevés seuls. Il y avait des larmes, des rires et des histoires partagées autour de vins offerts et de petits fours bon marché. Et puis ce fut le tour de Manon. Ses paumes étaient moites, ses genoux bloqués. Mais lorsqu'elle s'avança vers le micro et vit Léo au premier rang la regarder, non pas avec pitié ou pression, mais avec un soutien tranquille, elle trouva sa voix. Je n'ai jamais prévu d'être une mère célibataire, commença-t-elle. Mais la vie a une façon de déchirer nos plans et de nous tendre un pinceau à la place. Quelques rires doux. Elle leur parla de son diagnostic, du chagrin de la relation qu'elle pensait voir se terminer par un mariage, du choix de devenir mère non pas parce qu'elle avait renoncé à l'amour, mais parce qu'elle croyait en celui qui ne part jamais. J'étais enceinte de 4 mois quand ma famille a tout perdu. Je suis passé de la gestion de campagne à 1 million d'euros à la découpe de coupons et au comptage de centimes à la pharmacie. Et pourtant, je n'ai jamais regretté d'être devenue mère. Pas une seule fois. La salle était silencieuse. Des larmes coulaient sur des visages qu'elle ne connaissait pas. Elle ne leur racontait rien d'extraordinaire, juste la vérité. La vérité désordonnée, pleine d'espoir et de défis. Elle termina son discours par une simple phrase. Être mère ne m'a pas brisée. Ça m'a reconstruite. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Léo se leva et il applaudit, fort, clair, le premier. Le son résonna dans la salle comme une marée montante. Un par un, les autres se joignirent à lui. Bientôt, toute la salle fut debout. Manon croisa son regard à travers la mer de visages. Il ne formula rien avec ses lèvres. Il n'en avait pas besoin. Tout était là, dans ce regard, la reconnaissance, le respect, quelque chose de plus profond, non seulement pour la mère qu'elle était devenue, mais pour la femme qu'elle avait toujours été. 6 mois plus tard, la maison était encore un peu trop petite et le jardin un peu trop sauvage. Mais Manon n'aurait rien changé. Ils avaient emménagé au milieu du printemps, dans un charmant mas provençal aux volets bleus passés et avec une balancelle sur le porche qui grinçait et que Léo jurait de réparer, mais ne le faisait jamais. Le jardin méditerranéen à l'arrière était en désordre et envahi par la végétation, plein de potentiel et de pissenlits, tout comme leur vie. Léa était recroquevillée sous le rosier cet après-midi-là, chuchotant au chat tigré des voisins et insistant sur le fait qu'elle apprenait à parler le chat. Chloé était à la table de pique-nique, couverte de peinture à doigts, dessinant un arc-en-ciel avec des chaussures. Parce que les arcs-en-ciel marchent jusqu'au ciel, expliqua-t-elle. À l'intérieur, Léo était dans son bureau, les manches retroussées, en pleine visioconférence avec une équipe de recherche pédiatrique. Il travaillait désormais de la maison 3 jours par semaine et ne manquait jamais le dîner. Manon se tenait près de la fenêtre, observant tout cela avec un émerveillement silencieux. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas parfait. Mais c'était un foyer. Sa boutique d'art en ligne marchait mieux qu'elle ne l'avait espéré. Pas un succès fou, mais régulier.
de temps en temps, une nouvelle commande arrivait pour un portrait de famille dessiné à la main, une esquisse de fresque pour une chambre d'enfant, ou ses préférés, des collages de souvenirs personnalisés faits à partir des histoires des gens. Mais aujourd'hui, elle ne dessinait pas pour des clients. Aujourd'hui, elle dessinait pour elle-même. Sur ses genoux se trouvait un nouveau carnet de croquis. Sur la page, elle travaillait sur une œuvre qu'elle n'avait fait qu'imaginer auparavant. Elle montrait 4 personnages dans un jardin. Chloé poursuivant un papillon, Léa caressant un chat, Léo lisant sur une couverture, et Manon riant la tête en arrière, pieds nus dans l'herbe. Pas de masque, pas de ride de soucis. Juste de la joie. Ce soir-là, sous la douce lumière dorée des guirlandes tendues le long de la clôture du jardin, ils dînèrent sur une couverture avec des assiettes en plastique et trop de serviettes. Chloé raconta une longue histoire sinueuse sur le fait que les vers de terre étaient en fait des super-héros secrets. Léa miaula son accord. Manon s'adossa à l'épaule de Léo, sirotant un vin chaud aux épices pendant que les filles jouaient à proximité. « Tu te souviens » dit-elle doucement. « Ce soir où je t'ai envoyé ce texto par accident. » Il sourit. « Difficile à oublier. J'avais si peur, admit-elle. Pas seulement parce que les filles étaient malades, mais à propos de tout. Je pensais que j'avais ruiné nos vies. Tu les as sauvées, dit-il. Elle secoua la tête. Je pensais qu'être mère célibataire signifiait renoncer à l'amour, que je choisissais une chose pour toujours, qu'on ne pouvait pas avoir les deux. Il se tourna vers elle, les yeux stables. Et maintenant ? Elle expira. Maintenant, je sais que je ne renonçais pas à l'amour. Je faisais confiance au premier type d'amour que j'ai jamais ressenti. Le plus fort, l'amour entre une mère et ses enfants. Il m'a tout donné. Même toi. Léo tendit la main, ses doigts s'entrelaçant doucement avec les siens. Tu sais ce que je pense ? dit-il. Elle pencha la tête vers lui. Je pense que l'amour n'a jamais consisté à choisir une chose plutôt qu'une autre. Je pense que l'amour est la chose qui nous choisit quand nous sommes enfin prêts pour lui. Elle cligna des yeux contre la chaleur dans sa poitrine. C'est cliché. Il sourit. Mais vrai. Manon posa sa tête contre lui, écoutant le rire des filles résonner dans la nuit. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé sa vie 5 ans plus tôt. C'était mieux. Parce que tout ce qu'ils avaient maintenant, chaque sourire durement gagné, chaque nuit tranquille, chaque mot doux, ils l'avaient mérité avec courage, avec grâce, avec des cœurs qui refusaient de rester fermés pour toujours. Elle le regarda, cet homme qui avait été un étranger avec un dossier, maintenant en train d'essuyer de la sauce tomate de la joue de Léa sans sourciller. Il n'avait jamais demandé à être père. Mais il avait choisi de rester. Et ce choix avait fait toute la différence. « Je t'aime » murmura-t-elle. Léo sourit. Bien, parce que ce n'est que le début. Et alors que la lumière se balançait au-dessus d'eux et que 2 petites filles se disputaient pour savoir qui aurait la dernière des tartines à l'ail, Manon sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle était en sécurité.